Alors, bonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend quand vous allez regarder la vidéo. On va voir ensemble comment moderniser une application 4D avec facilité. Alors, je me présente, je suis Gabriel Inzerillo, je travaille chez Ajaresa, distributeur suisse des logiciels 4D. Je fais principalement du support et de l'expertise et je travaille sur des composants que nous allons voir dans un instant. J'ai souvent entendu que les applications 4D sont vieilles, moches, pas modernes et d'autres termes pas très sympathiques. Du coup, je me suis demandé pourquoi certaines personnes pensent ça de 4D. Eh ben parce que c'est vrai. Et j'ai mis le vrai entre guillemets parce que c'est une vérité relative. Mais je pense qu'il est quand même important de savoir se regarder dans le miroir. Et c'est vrai que certaines applications n'ont pas de quoi faire pâlir la concurrence. Alors pourquoi c'est vrai? Certaines applications commencent à vieillir et ce qui pouvait être correct il y a 10-15 ans ne l'est plus aujourd'hui. Les applications sont plutôt orientées business, donc le temps et le budget sont assignés au développement des features et pas au design de l'interface. Un formulaire qui était fait il y a 10 ans va très rarement être factorisé ou adapté car le temps consacré à la refactorisation malheureusement est souvent proche de zéro. Pour moi, il est important de savoir revoir les besoins des utilisateurs finaux de temps à autre. L'utilisation des formulaires d'entrée-sortie qui pouvaient être intéressants il y a 15 ans ne l'est plus aujourd'hui et cette façon d'entrer et de visualiser les données est plus d'actualité. C'est donc primordial de savoir refactoriser ce genre de formulaire. Il manque des éléments dans 4D pour faire de belles interfaces. Alors je dirais que ce dernier argument est un peu un faux argument car même si le formulaire 4D n'est pas autant riche que du HTML ou du CSS, on a beaucoup d'éléments aujourd'hui et de moyens si on sait les utiliser pour faire de belles choses. Alors quelques exemples de formulaires qui sont certainement fonctionnels mais qui ne cassent pas des briques. On a de simples formulaires d'entrée-sortie, des empilements de champs, comme on le voit beaucoup, parfois groupés, mais bon. Alors que disent les développeurs 4D quand on ose critiquer leur interface? On n'a pas de temps à consacrer à faire du design, aligner les champs, ça suffit, c'est une application business, on n'est pas sur du web, en plus je suis un développeur, je suis pas un designer, il n'y avait rien à propos des designs dans les spécifications, moi j'ai fait les features, elles sont fonctionnelles, c'est le plus important. En plus le client final ne s'est jamais plaint, donc je vois pas où est le problème. Alors certes, le but n'est pas de faire une interface web pour une application business, mais le design est vraiment primordial pour que son application soit élégante et ergonomique. Alors c'est vrai que parfois le temps alloué n'est pas suffisant pour passer du temps sur l'interface, faire du design, mais je pense que le manque à gagner est plus important en omettant des ressources pour le design de l'interface. Une application business doit être sexy. Car le but c'est de faire de l'argent et de vendre au plus de clients possible. Si l'application n'arrive pas à attirer de nouveaux clients ou à garder ceux existants, c'est de la perte. Donc oui, aussi les développeurs 4D ne sont souvent pas des designers, mais dans 4D, on est un peu multitâche. Et personnellement, je connais pas de développeur 4D qui fasse qu'écrire du code. Et si vous en connaissez un, je pense qu'on est un peu tous jaloux de lui. Mais on doit s'intéresser un minimum au design et à nos interfaces. Et si on est nul, un peu comme moi, parfois il faut demander de l'aide à un designer qui puisse nous aider à designer une bonne interface qui plaira aux clients finaux. Donc le cahier des charges, s'il n'inclut pas d'éléments de design, pour moi il n'est pas bon. Parce que l'ergonomie et l'utilisation de l'application doit être spécifiée afin de pouvoir faire les bons choix. Est-ce que l'utilisateur est proche ou non de l'écran quand il utilise l'application? Combien de temps l'utilisateur passera derrière l'écran? Est-ce que l'utilisateur est en contact avec un client lorsqu'il utilise l'application, etc. Toutes ces questions vont orienter bien sûr le design de notre interface.
Et si l'utilisateur ne s'est jamais plaint, c'est bien, mais c'est sûrement car il utilise l'application depuis un moment, il est acquis à elle, il la connaît. Cependant, si de nouvelles personnes arrivent dans l'entreprise et n'aiment pas l'application, elles vont souvent essayer de la remplacer par la concurrence et ça sera déjà trop tard pour penser à revoir son interface. Et ça va aussi être difficile de trouver de nouveaux clients avec des interfaces d'il y a 10-15 ans. Alors, pourquoi l'interface est importante? Alors, bien sûr, faire des designs drôles et colorés, c'est vraiment le point le plus important. Bien entendu, c'est faux. Et on voit que l'utilisation de couleurs et de polices différentes attire tout de suite l'œil sur ce point. Et le but du slide, c'est de vous montrer ça. Et le bon slide, ça serait plutôt celui-ci. Aider l'utilisateur à se concentrer sur les parties importantes de votre application, c'est vraiment le point le plus important et les autres vont automatiquement en bénéficier. Si l'utilisateur se sent comme un poisson dans l'eau, la question de remplacer ou de choisir une autre application, ça ne se fera même pas. Alors, comment pouvons-nous vous aider à faire de jolis designs? Nous avons créé différents composants qu'on a regroupés sous une suite qu'on a appelée AgiUI. Ils vont vous permettre d'aller un peu plus loin dans l'élaboration de votre design et de vos interfaces. Alors, au menu, nous avons des boutons, des types, des bannières, des breadcrumbs, des progress bars et des floating labels. Alors, trêve de blabla, allons voir quelques exemples. Alors, on va voir quelques exemples de formulaires qu'on peut faire avec les composants. Alors, le premier, c'est un sort d'explorer. Où on peut voir des compagnies, des employés, des invoices. On a ici une list box qui affiche la liste des entrées. Et quand on clique, on voit le formulaire de détail. Alors ici, la première chose qu'on voit, c'est qu'il y a un type quand on entre sur des données. Donc ils peuvent aider l'utilisateur à savoir quel type de données rentrer. On voit aussi que le label change de couleur sur l'actif, donc ça aide à savoir sur quel champ on est actuellement. Si je sauvegarde des données, on voit qu'on a un feedback visuel au lieu d'une pop-up Windows qui s'ouvre. Ensuite, dans les employés, par exemple, si je navigue dans les employés, ici on voit tout de suite que cet employé il a été viré. Alors c'est beaucoup plus clair d'avoir ce genre de bannière dans le coin que cette petite checkbox ici en haut. Donc c'est une manière d'afficher une donnée importante de manière visuelle un peu plus grosse. On voit aussi par exemple pour le numéro de téléphone, si je clique sur plus, le numéro va s'afficher en grand. Ça c'est pour les personnes qui travaillent peut-être un peu loin de l'écran ou si la police est un peu petite, ils n'ont pas forcément une bonne vue, ça peut aider à taper un numéro quand on est loin de l'écran. Ok, alors là on voit qu'il y a aussi un bouton d'ubique opération. Alors on peut aussi voir que le bouton change de couleur quand on est en hover. Donc ça c'est quelque chose de base, en 4D on n'a pas. Alors on va voir plus tard comment faire ce genre de bouton. Alors si je fais d'ubique operation, alors il y a quelque chose qui se passe, donc on voit qu'on peut donner un feedback à l'utilisateur. Ensuite, dans les invoices, alors on voit ici, on a aussi une bannière, mais c'est dans le coin en haut à droite. Et là, on dit que notre invoice a été envoyé. Donc on peut plus le modifier. Par contre, si j'en trouve un, voilà, qui n'a pas encore été envoyé, on voit que j'ai un petit bouton plus. Et là, si je clique plus, j'ai un type qui contient un sous-formulaire. Donc au lieu d'afficher une page, une fenêtre pour ajouter une ligne d'invoice, on va simplement l'afficher dans un type. Et là on va ajouter des dates, on va ajouter 20 dates. Bon, le prix est un peu cher mais bon.
et je sauve et mes données sont entrées. Ensuite, je vais envoyer cette invoice. Et on voit ici, j'ai une progress bar qui est directement intégrée dans l'interface, qui donne un feedback visuel assez sympa. Ok. Le prochain exemple, c'est ce que j'appelle la PlayStation. Donc c'est ce qu'on peut voir dans certains magasins maintenant où on doit scanner nous-mêmes nos articles au lieu d'aller à la caisse. En fait, c'est une caisse automatique. Donc j'essaie de reproduire quelque chose qu'on peut retrouver et qui est assez sympa. Donc là, si je prends en français, alors j'ai simulé le fait qu'on puisse scanner des articles. Donc on va scanner les articles. On scanne plusieurs articles. Ok. Alors on voit qu'on a plusieurs types de boutons ici. Ça c'est plutôt pour les articles qui n'ont pas de code barre. Donc on peut choisir des fruits, des légumes, de la boulangerie. On voit qu'on a par exemple ici des bonus points, donc il y a un type qui explique ce que c'est les bonus points. Ici on a une sorte de progress aussi, une progress bar qui dit pour 500 dollars d'achat, vous économisez 5 dollars. Donc on va essayer d'atteindre les 500 dollars. Voilà. Dès qu'on atteint 500 dollars, on voit qu'on a un type qui s'anime et qui affiche qu'on a économisé 5 dollars. Alors on peut aussi faire clic droit sur un article et en ajouter. Et on voit que j'ai de nouveau dépassé 500 dollars, donc ça a ajouté ce qu'on a économisé. Et voilà, donc on voit que ce genre d'interface est assez joli et c'est faisable avec 4D. Donc on va payer par carte. Donc là, bien sûr, je simule le fait que je mette ma carte. Alors, on demande de payer avec la carte. Là, j'entre mon code. Tic, tic, tic. Voilà, ça imprime le reçu. Et une fois que le reçu est imprimé, ça donne un message de remerciement. Et normalement, on retourne pour le prochain client sur une liste vide. Donc ça, c'est le deuxième exemple. Bien sûr, on peut retourner en arrière pour changer la langue si on veut en anglais. Donc voilà le deuxième exemple. Le prochain exemple, c'est, on va aller plus en détail comment prendre un ancien formulaire et le rendre un peu plus attractif. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'ancien formulaire. Donc on a de nouveau les mêmes tables, compagnie, employé, produit, invoice, add, delete, edit et save, qui sont tous des boutons. Quand je clique sur compagnie, j'ai les détails, la liste, pareil pour employé, produit et invoice. Donc le but c'est de reprendre ce formulaire et les sous-formulaires et de l'améliorer un peu. Alors on va pas pouvoir aller très loin dans le temps imparti, mais on va faire le maximum. Alors la première chose, on va ouvrir le new form. Alors j'ai tout dupliqué, j'ai le old form et new form, afin qu'on puisse toujours voir la différence. Donc tous les sous-formulaires s'appellent old et new. Donc on va ouvrir ce formulaire new form et la première chose qu'on va faire c'est qu'on veut créer un bouton save un peu plus joli et dynamique. Alors pour ce faire on va utiliser ce qu'on appelle le lab. Donc on va prendre le premier composant, un GUI bouton. Donc dans le composant que vous trouverez sur GitHub, il y a le composant lui-même, il y a la doc, plusieurs choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est le lab. Donc on va ouvrir le lab et voir comment il peut nous aider à créer des templates de boutons assez rapidement. Donc on a pas mal de HDI, comment faire certains types de boutons et qui montrent une fonctionnalité spécifique du bouton, mais ce qui nous intéresse ici c'est le lab.
Alors le lab, c'est un formulaire un peu plus poussé qui permet de définir toutes les propriétés d'un bouton. Alors on s'est inspiré de la palette de propriétés de 4D pour la faire, car on est habitué à elle. Alors ici, on voit qu'on a plein de boutons. Alors ici, on a plein de templates. En fait, ça c'est tout ce qui est livré par défaut avec le lab. Et on voit qu'il y a un petit G, ça veut dire global. Alors nous, ce qu'on va faire, on veut créer des templates personnalisés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner un dossier personnalisé. Alors on va aller dans les ressources, Meet, et on va prendre notre projet actuel. Donc on va mettre l'emplacement du dossier des templates directement dans les ressources. Comme ça, tout ce qu'on va faire dans le lab et sauvegarder nos templates vont directement être dans les ressources de notre projet courant. Donc ici, j'ai déjà préparé un dossier qui s'appelle AJUI Button Template. Alors ça, c'est le nom par défaut, mais on peut y mettre le nom qu'on veut. Et j'ai déjà des boutons, des templates pour les autres exemples que je vous ai montré avant. Donc on va choisir ça. Ok, on va sauvegarder. Et maintenant, on va ajouter un bouton. Je vais le stocker dans les templates personnels. Et je vais l'appeler New Form Default. Ok, je valide. Alors, on va y mettre quelques valeurs. Donc on veut que ça soit un rectangle de type texte. Alors on peut faire rectangle ou un cercle. Ça peut être un texte, une picture, ou bien composite, ça veut dire un texte et une picture ensemble. Donc là on veut simplement un texte. Alors par défaut on va lui mettre quelques valeurs. Alors la bordure on n'en veut pas, donc 0. La couleur de background, on va lui mettre cette couleur. Corner radius 5, ça va. 8 width, alors si c'est moins 1, ça veut dire qu'il va automatiquement prendre la place de l'objet qu'on a dessiné dans le formulaire. Alors ça, on va pas changer. Alors text color blanc, font size 16. Ok, alors label, par exemple, je peux changer, je vais mettre template. On voit qu'ici, on a pour nos 5 états, on peut avoir une définition différente. Et là, c'est le bouton qui est interactif. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va changer. On veut que sur le on-over, on ait un autre background. Alors ici, je vais lui dire que sur le on-over, je veux qu'il soit... Ah, j'ai mis dans le faux, j'ai mis dans secondary. On va mettre dans primary. Voilà. Maintenant, on voit que sur on-over, il a changé de couleur. Et on active, on va mettre une autre couleur. Voilà. Donc on active, c'est quand je clique, il a cette couleur. Quand je relâche, ben c'est le on-over. Alors là, on voit que c'est le on-focus parce que j'ai pris le focus. Si je tabulette, on perd le focus. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a ajoutée, c'est qu'on peut avoir le focus sur un objet. Ok, alors là, on va simplement le sauver. Alors, dans les personnels. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans notre projet et on va créer l'objet. Alors l'objet, il est créé avec SVG. Donc on va l'importer dans un type, dans un champ input qui sera de type picture. Alors pour vous éviter d'à chaque fois créer un champ, lui mettre les bonnes propriétés, on a dans notre composant, on a créé un objet librairie qu'on peut importer directement. Donc on va faire open object library et ici je vais simplement y glisser
notre librairie qui est aussi en mode projet. Alors ici on va simplement le glisser. Ça je vais l'enlever et je vais mettre ce bouton à la place. Alors je vais le supprimer. Alors il n'y a pas de code derrière, hein. C'est juste un exemple esthétique. Alors on va le renommer Save BTN. Alors je vais lui mettre des propriétés pour qu'il soit bien aligné. Top 620 et la taille sera 110 x 20. Ok. Alors maintenant ce qui est intéressant c'est il faut qu'on lui mette du code. Alors on voit que par défaut notre objet de librairie a du code pour faire un simple bouton vide. Mais j'ai un bout de code ici que je vais copier-coller et qu'on va voir tout de suite ensemble. Alors ici je récupère le nom de mon objet getName. Je veux que mon code soit un peu générique. Donc sur le onload on va créer un nouveau bouton. Donc on a la méthode newAgiUIButton qui va retourner un objet qui contient plein de propriétés prédéfinies et surtout des member functions qu'on va pouvoir appeler pour définir le background, pour définir chaque propriété en fait de notre bouton. Mais là, vu qu'on utilise un template, on va juste lui définir le nom, on est obligé de définir le nom pour que le composant sache dans quel élément graphique mettre l'image. Et on va lui changer de label et on va mettre save. Et ensuite, on va faire un draw. Alors, une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que le bouton a aussi, enfin, l'input de type picture a des événements qui sont obligatoires. Donc, on load, on click, on getting, on losing focus, mouse center, mouse sleeve, mouse up. Tout ça, ça permet de définir les différents états quand on clique, quand on est on over, et ça permet au composant de faire son boulot. C'est pour ça que le draw est en dehors du case off parce qu'il doit se faire dans peu importe l'événement. Ok. Alors c'était pas le nom du template, c'était pas default template, c'était new form default. Ok, et là j'ai juste à lui donner le nom du template parce qu'on l'a mis dans un dossier par défaut qui a le nom, le bon nom. Sinon, on peut lui donner template pass. Le pass est toujours relatif aux ressources parce qu'on considère que de toute façon dans un projet, le contenu doit être dans les ressources. Ok, donc si on va lancer ce formulaire, donc launch new form, voilà, on a bien notre bouton avec nos 3 états différents. Ok. Le prochain exemple, c'est on veut faire quelque chose un peu pareil pour nos 3 boutons ici, mais ici je veux y mettre une icône au lieu de simplement du texte. Alors on va revenir dans notre lab. Je vais dupliquer mon template. Alors c'est voilà, dupliquer mon template. Alors ici la new form défaut copy. Je vais le renommer. Bon, il y a une petite erreur. Cancel. Rename. Bon, l'effet démo. New form défaut pict. Je vais l'appeler. Je vais le mettre. Pict. Validé. Ok, je vais y arriver. Donc là, on va changer le type de bouton. On va lui dire que c'est un circle, donc un cercle, et de type picture. Désolé. Alors, donc c'est de type circle et c'est une picture. Donc ici les couleurs on va les laisser par défaut.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une picture. Donc ici, où c'est qu'il est? Pass, voilà. On a la propriété pass. Donc ici, on va lui choisir. Alors ici, j'ai mon template. Donc je vais lui choisir le add.svg. Donc ici, je choisis un SVG. Pourquoi? Alors ici, on voit par exemple ma picture est noire. Alors moi, j'aimerais bien qu'elle soit blanche. Or l'avantage avec SVG, c'est que c'est un fichier, c'est du XML, donc on est capable de, de remplacer une couleur à la volée. Alors par exemple, ici on a la propriété Color to Replace. Alors dans mon SVG, à un endroit, j'ai une couleur qui est 21, 21, 21. C'est pas vraiment noir. Et je peux lui dire Replacing Color. Je veux qu'il remplace ça par du white. Donc le composant va automatiquement chercher toutes les couleurs qui correspondent à ça et va les remplacer par du blanc. Et par exemple, si je veux que sur le on-over on ait du yellow, là quand on est sur on-over on aura du yellow. Et sur on-active blue, on aura du bleu. Je vais remettre à white parce que c'est un peu moche. Mais c'est pour vous montrer qu'on est capable pour chaque état de manipuler même l'image même. C'est pour ça qu'on recommande plutôt de travailler avec des images des icônes en SVG plutôt que du simple JPEG ou PNG où on n'aura pas cette possibilité. Ok, donc je vais simplement sauvegarder ce template donc dans les personnels. Et on va venir remplacer ces trois boutons. Donc ici, je vais pas m'embêter, je vais dupliquer le bouton Save. Alors, je vais supprimer ces trois boutons et on va l'appeler Add BTN. Alors, je vais aussi lui donner une taille de 32 par 32. Je vais le mettre à 10 et 115. Et on va changer ici, c'est New Form Default Pict. Ok. Et le label, on n'en a plus besoin. Ok. Donc, allons voir ce que ça donne. Ok, donc on a bien mon plus. Alors, par contre, je trouve que l'icône est un peu trop grande. J'aimerais qu'elle soit un peu plus centrée au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon lab. Je vais choisir l'état défaut et ici j'ai un ratio. Alors je vais mettre un ratio de 0,75. Je vais sauvegarder dans personnel et ici je vais simplement relancer mon formulaire et on voit que le ratio a changé. Alors c'est ça qui est bien avec le lab, c'est qu'on est sur une autre base 4D. Mais vu qu'on a défini le dossier personnel dans la base dans laquelle on travaille, dès qu'on sauvegarde, on a directement la modification dans notre base. Ok, alors maintenant on va faire ça pour nos boutons Delete Button et Edit Button. Edit btn. Donc ici on va changer alors ici ce qu'on doit changer c'est le picture path, désolé. Alors on va faire form widget name .picture path. Et ici, quand on utilise une member function,
la plupart des member functions ont besoin d'un état. Parce que comme on a vu, on peut définir une image ou quoi que ce soit pour chaque état. Donc on doit lui dire ici, je veux que tu me définisses par défaut, je veux que le picture path soit delete.svg. Je vais le mettre ici dessous. Ok, alors est-ce que on a delete.svg? Je suis pas sûr, alors on va voir dans le projet. Dans mes ressources, button template, alors on voit que dès que j'ai des images, le lab va créer un dossier au lieu de simplement un JSON, parce que chaque template au final c'est un simple JSON, et le dossier contient le JSON plus des images. Donc ici on va prendre dans mon lab, j'ai les boutons déjà. Alors j'ai add, delete, edit et phone. Donc on va les mettre ici dedans. Place. Par contre, je vais quand même les garder ici. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Je voulais pas les déplacer, je voulais les copier. Ok, donc là j'ai mes boutons. Et on va ici pouvoir lui dire... Alors quand je mets le hashtag, ça veut dire que le chemin est relatif à mon template. Donc là on voit que c'est directement dans le dossier du template. Ok, donc on va copier ce code et le faire pour le bouton edit. Ici ça sera edit.svg. Donc voyons le résultat. Voilà, donc on a nos trois icônes. Par contre ici, je trouve qu'elles sont un peu petites ces deux icônes. Donc on va les adapter afin qu'elles soient un peu plus centrées et plus grandes. Donc ici, je vais copier ce code. Et ici, je vais lui dire picture ratio. De nouveau, je dois lui passer le state, pour quel state je veux. Et edit, ça va être 1. Et pour le delete, ça va être 0.85. Regardons. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu plus joli et ok. Donc là, j'ai mes boutons avec les différents états. Alors, la prochaine étape, je veux créer ce qu'on appelle un fab button. C'est quoi un fab button? C'est floating action button. Donc en fait, j'aimerais, bon, on va voir directement, on va le créer, comme ça on verra le résultat. Ici, je vais créer un button que je vais appeler action btn. Ce bouton action, je vais lui mettre le label action. Et je vais le faire un peu plus petit. Je vais le faire qu'il est à 80. Ok. Donc dans ce bouton, je vais lui ajouter du code. Je vais pas tout écrire, on va aller un peu plus vite. Je vais copier du code. Alors ici, je lui dis que mon bouton is main button. Fab is main button true, donc ça sera mon main button. Is animated, alors je veux qu'il y ait une petite animation. On verra que c'est un peu plus joli. Et je lui ajoute 3 boutons. Donc le add button, del button et edit button. Je veux que la position de mon main soit bottom left. Donc comme si mon bouton sera ici. Et le radius, ça va être 100. Donc mes boutons vont s'afficher dans l'arc de cercle. Comme ça. Ok, donc on va voir que fait ce code. Donc on voit que maintenant, rien qu'avec ce code, ça m'a caché les 3 boutons.
Et en fait, c'est quand je vais cliquer sur l'action, ça les affiche avec une petite animation. Donc l'idée, c'est que parfois, on peut avoir beaucoup de boutons dans un formulaire et au lieu d'afficher un empilement d'une dizaine de boutons, on peut les regrouper sous un main bouton et ça ajoute un peu ça ajoute quelque chose de sympa à votre interface. Donc là, on voit qu'il n'y en a que 3, on a dit que le main il est bottom left. On peut aussi définir nos propres angles de début, de fin et les afficher comme on veut. Donc voilà pour l'exemple des boutons. Alors, le prochain exemple, on va créer une bannière. Alors, une bannière, on a vu dans le premier exemple que certains employés sont virés. Donc, on avait affiché une bannière. Donc, on va voir comment on peut implémenter ça. Alors, je vais fermer tout ça. La bannière, elle dépend de notre employé. Donc, on va ouvrir le formulaire employé. Je vais créer la méthode projet dans laquelle on va y copier du code. Donc, dans mon code, sur le onload ou onBound variable change, parce que quand je change d'employé dans ma liste à gauche, je ne recharge pas tout le formulaire, je change juste la variable qui est bound à mon sous-formulaire. Donc ici, on va créer toujours dans forme une nouvelle bannière. Donc si elle n'existe pas, on la crée. Le type de bannière, ça sera corner ribbon. Alors on a plusieurs types. On a corner ribbon, ça sera dans le coin, où on a la bannière comme on a vu quand je clique sur un numéro de téléphone, elle s'affiche en grand. C'est aussi un autre type de bannière. Donc le nom de ma bannière, ça sera ribbon. Banner BG color, donc on lui donne une couleur de background qui ici est rouge avec une opacité de 100%. La position, ça sera un bottom right. Et le message fired. Et ici, on va tester est-ce que mon employé est stocké dans form.entity. Et on a un champ more-info avec fired qui a true ou false. Donc ici, je teste. Alors pour éviter de tester est-ce que c'est nul, j'utilise directement boolean et je mets ma propriété. Donc si ça c'est nul, ça va tourner faux et on va faire un hide banner. Et si c'est true, on fait un draw banner. Et on va pas oublier sur le onload de cacher la bannière parce que la bannière, en fait, elle s'affiche dans le premier formulaire. On n'affiche jamais la bannière dans le sous-formulaire parce que on veut que ça s'affiche au premier niveau. Donc maintenant, avec ce code, j'ai besoin d'ajouter ma picture ici. Donc on va de nouveau utiliser une librairie. Donc j'ai AJUI bannière la librairie. Ok. Donc ici on va faire open. Non. Dans 4D on va faire open object librairie. Donc là je vais directement prendre mon object librairie et je vais le glisser. Donc ici je le glisse, j'ai rien besoin de toucher, simplement je vais le laisser comme ça. Donc on va essayer de lancer le code. Donc on va charger un employé, naviguer et voilà, on voit que dès qu'un employé est viré, on affiche bien la bannière au premier niveau. Ok, alors prochain exemple, on va intégrer des floating labels dans notre formulaire produit. Alors, product detail new. Alors on voit ici, on a des simples
texte 4D. Donc on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus joli. Donc on va créer un formulaire d'input ici qu'on va appeler f_object. Donc on veut pas qu'il soit enterrable, on veut pas qu'il soit focusable. Contexte menu on veut pas. Et on veut fill color none et border none. Et je vais le mettre en gras. Et je vais lui donner font color, je vais lui donner une couleur. J'ai des couleurs un peu spéciales. 5, 5. Ça fait un peu expert de mettre des chiffres un peu inconnus comme ça. Ok, alors on va, en fait, ici, on va remplacer les textes par des placeholders ici. Donc on va prendre dans nos champs, on va y mettre des placeholders. Donc ici, product name, price et stock. Donc maintenant, on va pouvoir supprimer ces champs, enfin ces textes. Et ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit aussi ajouter des événements. Donc ici, je vais simplement tous les enlever. Et il me faut le onload, onGetting focus, onLosing focus, et onAfter edit. Ok, donc avec ces 4 événements, notre composant floating label va pouvoir faire son travail. Donc pour chaque champ, on va y mettre du code. Donc ici, le code, on voit qu'on crée un nouvel objet qui est simplement des paramètres qu'on va passer à notre méthode floating label. Et on va lui dire qu'on veut que la position du label soit à gauche. Alors il y a gauche, left et top qui sont disponibles. Soit il est en dessus, soit il est à gauche. Et on a aussi form pass. Alors form pass, pourquoi on a mis ça? Parce que ici on voit qu'on a form.entity.name. Dans 4D, avant on utilisait des variables dynamiques pour accéder au contenu. Donc si on n'utilise pas un objet form pour afficher pour le contenu de nos variables, on pourra y accéder au contenu par un objet getPointer, getObject current. Mais là, on est obligé de lui dire où c'est qu'on stocke nos valeurs. Donc, ça fonctionne seulement si on a quelque chose de simple. Si on a des collections avec des éléments 1 de la collection X, ça va pas fonctionner. Mais si on a simplement plusieurs niveaux d'objets, ça va fonctionner. Donc ici, on veut qu'il check le name et on va passer tout ça à notre méthode floating label. Donc on va faire pareil pour price et pareil pour stock. Donc allons voir le résultat. Donc si je choisis produit, ici je vois, alors on voit pas tellement de différence au premier regard, mais en fait c'est un peu grisé. Et dès que je sélectionne un champ, on voit qu'il il a une couleur. Donc les couleurs de celui qui a le focus et ceux qui n'ont pas le focus sont aussi paramétrables via les options. Là, il va simplement mettre les couleurs par défaut, qui est un gris, et la couleur ici, c'est celle qu'on a définie ici. Ok. Ici on a un nouveau produit. Alors en fait, le but c'est aussi que s'il n'y a pas de valeur, on utilise le placeholder. Donc ici product name est directement dans le champ. Par contre, dès que j'entre un nom de produit, ben, le placeholder on ne le voit plus. Donc c'est là que le label a son importance.
Donc on voit que si j'efface produit, et ben le label devient le placeholder. Et si je navigue, on arrive à voir tout de suite quel champ a le focus. Ok, alors ça c'est l'exemple pour le floating label. Alors, le prochain exemple est un peu plus complexe. On va faire un breadcrumb. Alors, je vais fermer le button lab et on va ouvrir le breadcrumb, le lab du breadcrumb. Alors de nouveau on a deux HDI et on a le lab du breadcrumb. Alors breadcrumb c'est un peu plus complexe parce que en fait c'est comme un bouton dans lequel on a plusieurs boutons. Alors ici on voit qu'on a un type de breadcrumb par défaut et on voit qu'on a plusieurs types d'états. Donc par exemple on a l'étape courante, on a les précédentes, les suivantes, on a le premier. Donc on peut définir pour chacun de ces types des couleurs et ainsi de suite. Alors nous on veut pas faire ce type de breadcrumb. Alors la première chose, je vais définir le dossier personnel. Alors le dossier personnel, ça va être dans Submit, Content, ici, Resource, Breadcrumb Template. Alors je vais le choisir, je vais sauvegarder. Et ici, on va faire un nouveau template que je vais appeler module BTN. Alors mon module BTN, alors on voit ici que j'ai trois modèles. J'ai soit le modèle simple. Alors le modèle simple, on va simplement mettre des éléments avec un caractère qui les sépare. J'ai le type arrow qui lui va avoir une arrow qui sépare les éléments. Mais moi ce que je veux ici c'est un type un peu plus simple de breadcrumb, ça s'appelle grouped button. Donc grouped button c'est une sorte de radio button un peu plus élaboré où on peut en sélectionner un à la fois. Alors on va lui donner une border size de 2, une border couleur. Alors de nouveau j'ai des couleurs un peu spéciales. CE6. Le reste c'est tout bon. Alors ça on voit que c'est des propriétés globales, mais j'ai ce qu'on appelle des sections dans un breadcrumb. Donc en fait les sections c'est ici on voit que j'ai qu'une section, mais je veux par exemple ici je veux 4 sections. En fait si vous l'avez compris, notre breadcrumb ici ça va remplacer nos 4 boutons ici. Donc ici je vais avoir 4 sections. La section 1 ça va être compagnie. Label ça va être compagnie. La section 2 ça va être employé. Alors quand je change l'ID, il faut que je resélectionne pour que ça soit correct. La section 3 ça va être product. La section 4, l'ID va être invoice. Et le label invoice. Ok, donc là on voit que j'ai mes 4 sections. Alors maintenant pour chaque section, je veux y définir une picture aussi. Alors picture pass pour compagnie. Alors on va chercher. Alors dans les ressources, on a des icônes. On a des icônes qui sont gratuites, open source, qui sont fournies. Donc ici, je vais choisir pour compagnie, government, resource. Pour employé, je vais choisir
c'est dans commerce et client. Pour product, je vais aller dans commerce carte. Et pour invoice, je vais aller dans c'est dans quoi pour invoice? Dans commerce facture. Ok. Là, j'ai mes 4 icônes. Alors, je veux aussi ici une couleur. On voit qu'on a de nouveau color to replace. Donc 21, 21, 21. Je vais copier ça et je veux aussi que le picture path soit à 100%. Donc, color to replace et 100%. Color to replace 100%. Pareil pour le dernier. Donc on va voir que cette valeur, elle va être utilisée en fait dans ce qu'on appelle state, donc dans les états. Donc dans les états, on voit qu'on a on a une nouvelle checkbox qui est standard et courant. Donc pour les breadcrumbs de type grouped button, on n'a que standard et courant. Mais vous verrez que pour les autres breadcrumbs, on en a un peu plus. On a first, last, previous, default, enfin standard, current, ce qui permet de définir un peu un design un peu plus poussé. Donc ici, pour le standard, donc défaut, on va y définir un background color. Donc ici, on va choisir de nouveau cette EBCE6. Et font color, ça va être du white. Et replacing color, ça va aussi être white. Ok, et font style, on veut que ce soit en bold. Ok, donc ça c'est pour standard défaut. Alors on veut maintenant qu'on ait ici, on voit qu'on a on over, c'est le même, on a rien qui se passe, on veut un petit effet visuel. Donc on over, on va y mettre, on va pas changer le background, on va changer le font color. Le font color, ça va être FFC4-5B. Ici c'est un orange. On va mettre pareil pour replacing color. Maintenant, sur le on over, on voit qu'il se passe quelque chose. Alors sur compagnie pas, et on va voir pourquoi tout de suite. Ensuite, il y a standard active. Alors quand on clique, je veux aussi une animation. Alors ici, je veux que ça soit 6F à 7CD. Je veux que ce soit un peu plus foncé. Font color, je veux de nouveau l'orange. Ok, donc maintenant si je clique, on voit que ça me fait un petit effet. Et là en fait, vous voyez que dès que je clique, il n'y a plus d'effet. Parce qu'en fait, quand on clique sur une section dans un grouped button, il devient automatiquement le current. Alors qu'ici on est en train de modifier l'élément standard. Donc maintenant on va modifier l'élément current. Et on va simplement changer le défaut. Background color, on veut qu'il soit white. Et font color, on veut que ça soit orange. Voilà. Donc maintenant avec ça, quand je clique, l'élément courant est visuellement, on voit visuellement quel est l'élément courant. Donc on va sauver ce template donc dans le dossier personnel et on va l'utiliser. Donc ici je vais mettre tout ça de côté. Alors je vais de nouveau ouvrir ma librairie. Alors librairie elle est ici. Et je vais simplement glisser mon breadcrumb ici. Alors je vais lui mettre des propriétés
ça, non, 10, 5 et 530. Ça, on va mettre un peu plus loin. Et je vais le renommer module BTN. Ok, donc maintenant on va lui mettre un peu de code dedans. Donc de nouveau, c'est mon code un peu générique. Je fais un new AG UI breadcrumb. Et ici, alors c'est pas, j'ai changé le nom entre temps, c'est module BTN. Donc allons voir ce qui se passe maintenant. Voilà, j'ai mon breadcrumb qui remplace mes boutons. Par contre, j'ai pas de code qui s'active derrière. Alors on va voir quel est le code derrière ces boutons. Donc on voit que c'est select module compagnie, select module employé, etc. Donc ce qu'on va faire, on va créer une callback ici. Alors je vais copier du code ici. Alors que fait ce code? Alors je crée un objet callback params que je vais passer à une méthode updateSection. Donc updateSection, on va utiliser l'ID qu'on a défini dans notre lab pour notre breadcrumb et on va lui dire, on va lui passer des paramètres. Donc ici, on pourrait updater notre section, on pourrait lui passer changer l'icône, changer le texte, changer plein de choses. Mais ici, ce qu'on va lui passer, c'est qu'on veut sur le clic qu'il appelle une callback. Et on veut que à cette callback, il lui passe des paramètres. Donc ici, les paramètres, ça va être module name compagnie. Donc on va créer cette méthode de callback. Et cette méthode de callback va être très simple. Elle va recevoir les paramètres et elle va faire select module name. Donc ici, on va copier le code pour les autres sections. Donc ici, à chaque fois, pour chaque section, employé, compagnie, product, invoice, je vais copier les callback paramètres et je vais simplement changer le module name. Donc normalement avec ça, je vais assigner un callback sur le clic de chaque section. On va voir si ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne bien. Maintenant quand je clique, j'ai bien ma liste qui s'update. Donc on va pouvoir supprimer nos vieux boutons. Et on voit qu'ici c'est un peu plus complexe que nos boutons parce que nos boutons, on a un élément pour chaque bouton alors qu'ici c'est vraiment des éléments groupés dans un seul élément. Ok. Alors, la dernière petite étape, c'est pas lié à nos composants, mais c'est des petits tricks que j'utilise. Alors par exemple, j'aime pas trop l'arrière-plan gris. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dessiner un rectangle dans lequel je vais dire fill color blanc, c'est bon, line color none, et je vais simplement lui dire grow et grow. Et avec ça, déjà, on a un background blanc qui est un peu plus joli. Alors ici, j'ai aussi, faut aussi que je change. Oups. Ferme ça. Ici, je vais lui dire, alors, horizontal, move, move. Et ici, vertical, move. Okay. Maintenant, j'ai un arrière-plan blanc qui donne un peu plus joli. Une autre chose que je vais faire, c'est que je vais prendre cette liste box et je vais lui enlever les lignes. Je vais lui enlever la bordure si je trouve. Borderline, non. Ok. Et je vais
lui, changer, non, je vais lui changer alternative background color. Je vais lui mettre B8 3 F3. Voilà, et rien qu'avec ça, on a déjà quelque chose d'un peu plus joli. Donc, lançant l'ancien formulaire, le old form, donc on voit qu'en moins d'une heure, j'ai réussi à transformer, grâce au lab et grâce aux composants, j'ai pu ajouter un plus-value à mon formulaire. Alors même si j'avoue c'est pas forcément très beau, comme je vous ai dit, je suis pas très fort en design. L'idée c'est qu'on vous donne des éléments qui vous aident à créer des designs que peut-être un designer aurait dessiné, et avec les boutons on voit vraiment que les boutons c'est un élément qui était manquant dans 4D, qu'on puisse avoir des boutons avec différents états quand on clique, et des couleurs, c'est un plus-value. Donc voilà pour mon exemple. Alors voilà pour la démo. Alors on n'a pas pu voir tous les composants, progress bar, type, mais le principe reste le même. Dans le temps imparti, c'est un peu limite de montrer tous les composants. Et on a aussi plus d'outils, mais qui sont pas des éléments graphiques, donc je les ai pas, on n'a pas regardé pendant cette présentation. C'est un éditeur Xleaf qui permet d'éditer des Xleaf en mode client-serveur et avec plusieurs personnes, et un composant de test unitaire qui est basé sur un composant fait par Eric Elliott en JavaScript, qui est un peu un gourou des tests unitaires. Donc je vous invite à regarder ça si vous êtes intéressé. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, et vous avez ici tous les liens si vous voulez aller voir nos composants. Ils sont tous sur GitHub. On a toute la doc aussi qui est sur GitHub. Je vous invite aussi à aller voir mon blog, My 4D Experience. Alors je suis un peu moins actif ces derniers temps, mais il y a quelques articles intéressants. Et sinon vous avez mon adresse email si vous avez des questions. Voilà, merci.